Bonjour à tous, merci d'être là pour la suite de cette première après-midi du Week-end des possibles organisé par le Nouvel Obs sur le thème Résister au backlash écologique. Maintenant, alors après la leçon internationale, la vision macro-internationale de Pierre Aski, je pense qu'on va passer plus au niveau national avec la question des discours anti-écolos. Je pense qu'on sera plutôt au niveau français vu les deux intervenants, il y a largement à dire. Donc, empêcher la contagion des discours anti-écolos qui se répandent. L'inflexion a commencé à la fin de l'année 2022, disons quelque chose comme ça, mais là, depuis début 2025, c'est vraiment un festival. Je rappellerai juste les sorties de Gérard Larcher sur l'ADEME début janvier, qui a un peu ouvert le robinet, et où on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un discours anti-écolo qui est admis dans l'espace politique, au-delà du RN, y compris par le gouvernement. Ça avait déjà été anticipé par quelques phrases d'Emmanuel Macron, qui avait par exemple dit comment aurait-on pu prédire. Merci Paloma, la crise climatique. Mais là, on est vraiment à un stade nouveau. Et donc, on a invité deux grands spécialistes de ce sujet. À ma gauche, Thomas Legrand, alors qui est spécialiste du sujet en tant que spécialiste des discours dans l'espace public, puisque Thomas Legrand est journaliste. Vous l'avez entendu pendant une décennie et demie, je crois, 14 ans. 14 ans sur France Inter le matin. Deux septennats. Il y a des gens qui calculent comme ça en septennat. Chacun, c'est un peu un signe inquiétant, mais bon. Et qui maintenant est à la fois billettiste, j'ai vu à Libération, je crois qu'on dit comme ça, et qui officie toujours sur France Inter avec son émission Enquête de politique. Et à ma droite, Paloma Moritz, qui est journaliste à Blast. Combien de septennats à Blast ? 4 ans seulement. Bon, on n'existe que depuis 4 ans. Donc voilà, un demi-septennat, mais ça va venir. Et qui fait partie de cette nouvelle génération de journalistes, essayistes, activistes comme Salomé Saké et Camille Etienne, qui ont su renouveler le discours, l'intervention écologique dans l'espace public à travers notamment la forme journalistique, un journalisme engagé qui se revendique comme tel et qui rencontre un large écho et qui remplit vraiment un travail nécessaire. Donc vous faites notamment des podcasts qui marchent et des vidéos sur YouTube et puis sur le site Blast qui marchent très bien. Et mais c'est par vous que je vais commencer. Avant de passer la parole à Paloma, je rappellerai juste que donc, la discussion dure 1 heure. Je vais d'abord faire parler mes deux interlocuteurs. Et après, je passerai la salle, disons, pour les 20 dernières minutes. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et non, ça va aller. Donc voilà, préparez vos questions. N'hésitez pas, on aura du temps pour vraiment discuter avec vous. Peut-être même, enfin, on verra un petit peu selon la discussion, mais c'est vraiment un temps important dans la discussion. Alors, donc d'abord, Paloma, vous allez nous dresser un peu un tableau général du discours anti-écolo. Il y a un terme sur lequel qui vous tient à cœur, vous avez même fait une vidéo détaillée dessus, c'est le terme de carbofascisme, qui fait un peu mot obus entre discours anti-écolo, carbofascisme, est-ce qu'il n'y a pas un gap? Vous allez nous dire comment vous arrivez à ce terme-là. Je vous passe la parole pour une dizaine de minutes. Okay. J'ai un peu le mauvais rôle de celle qui essaie de résumer un peu les choses. Je vais essayer d'être la plus claire possible et de toute façon, vous pourrez poser des questions à la fin. C'est l'avantage de ce genre de format. Donc, en gros, pour commencer, je pense qu'il faut essayer de différencier les différents types de discours écolos et à quoi ils servent. J'ai essayé de faire une sorte anti-écolo, pardon. Et j'ai essayé de faire une sorte de catégorisation. Donc, pour commencer, je pense qu'on a les discours qui tendent à invisibiliser l'écologie. On a ensuite ceux qui vont nier et relativiser le problème. Il y a évidemment les discours autour de l'inversion de la culpabilité avec l'écologie punitive. Il y a ensuite les discours qui ont tendance à caricaturer l'écologie, à pathologiser les militants écologistes. Ceux qui tendent à criminaliser les militants écologistes par les mots, mais ça se traduit ensuite par des actes. On va essayer de le voir rapidement. Et enfin, tout ça crée en fait une sorte de terrain pour une forme de désensibilisation par rapport aux enjeux écologiques, par rapport au sort des activistes écologistes et aussi, évidemment,
évidemment, tout ça permet de préserver un statu quo et de ne pas agir, parce que c'est ça, finalement, la première vocation des discours anti-écolos, c'est aussi de créer une réalité alternative dans laquelle on n'aurait pas besoin de s'occuper de ce problème qui est le défi du 21e siècle et qui, je le rappelle, en fait, a pour but de faire en sorte de préserver les conditions de vie sur Terre. Ça me paraît pas complètement délirant. Normalement, on devrait être tous d'accord là-dessus, mais bon, c'est pas le cas. Donc, pour commencer sur l'invisibilisation, c'est assez fou de voir que, en fait, la question écologique occupe très peu de place dans le débat public. On l'a vu récemment, je ne sais pas si vous avez suivi cette grande interview d'Emmanuel Macron sur TF1 qui a duré 3h10. Eh bien, l'écologie n'a occupé que 5 minutes dans cette soirée avec une question préenregistrée, posée et ensuite une réponse d'Emmanuel Macron d'à peu près 2-3 minutes avec aucun contradictoire de Gilles Boulot. On peut citer aussi les 19 minutes sur 2h49 pendant le débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2022. Et tout ça, en fait, arrive dans un contexte où on voit que la question écologique est de moins en moins présente dans les programmes d'information. Pour vous donner un exemple, entre janvier et mars 2025, c'était 2% du temps d'antenne. Je ne sais pas si on se rend compte, 2% du temps d'antenne sur, en gros, la survie de l'humanité. Et tout ça, en fait, crée justement une ambiance dans laquelle on arrive à reléguer en permanence les questions écologiques au second plan. Évidemment, le deuxième des discours anti-écologiques, c'est le discours climato-négationniste. Donc on a aujourd'hui en France à peu près un tiers des Français, des Françaises qui considèrent que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine. Donc à partir du moment où on considère que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine, ça veut dire qu'on ne peut rien y faire, en quelque sorte. C'est le climat qui nous tombe dessus comme ça, et donc il n'y a pas besoin d'agir. Et ensuite, il y a évidemment les discours plutôt climato-rassuristes, donc qui ont tendance à dire que le problème n'est pas si grave que ça. Ça, c'est des discours qui permettent aussi de pousser des agendas qu'on appelle aujourd'hui notamment technosolutionnistes. Donc de se dire que, en fait, la technologie va nous sauver, la technologie à elle seule va nous sauver, et qu'on va gagner du temps avec cette technologie. Ça va très très loin, puisqu'aujourd'hui on envisage, avec notamment la géo-ingénierie solaire, de balancer du soufre dans l'atmosphère pour réfléchir les rayons du soleil et donc empêcher en fait le réchauffement de nous atteindre, ce qui aurait des conséquences dévastatrices, parce que ça pourrait notamment provoquer des pluies acides, mais aussi ce qu'on appelle un choc terminal, c'est-à-dire qu'en gros si on continue, si on envoie du soufre dans l'atmosphère comme ça, il faudrait qu'on le fasse tout le temps pour préserver ce voile en fait de protection en quelque sorte, pour pas que la Terre se réchauffe. Sauf que si à un moment, pour une raison ou une autre, on arrête de le faire, eh bien on se prendrait d'un coup tout le réchauffement accumulé sur des années. Donc je vous laisse imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait, tous ces discours climato-négationnistes, climato-rassuristes, en fait, ils permettent à des termes comme l'écologie punitive d'arriver dans le débat public. Et donc d'inverser, de créer une inversion sémantique, de confisquer, en fait, d'une certaine manière, le débat démocratique, en disant que, d'une certaine manière, en fait, la réelle punition, ça va être de manger moins de viande, de rouler à 110 km/h sur l'autoroute, plutôt que de vivre des étés à 50 degrés ou de vivre des inondations meurtrières. Et ça, on voit en fait cette petite musique de l'écologie punitive qui existe à peu près depuis les années 2000. C'était Claude Allègre, un des premiers qui est un climato-négationniste connu, enfin était d'ailleurs, et qui a été repris aussi par Ségolène Royal et qui maintenant est en fait beaucoup repris à droite et à l'extrême droite. Mais on voit aussi des membres du gouvernement qui peuvent utiliser ce terme écologie punitive. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, quand elle a fait son discours de prise de fonction il y a quelques mois, a dit nous ne ferons pas d'écologie punitive. Donc en fait, ça veut dire que la droite, l'extrême droite a réussi à mettre ce sujet au cœur du débat public et donc d'empêcher des débats de fond sur vers quelle société on veut aller et à quel type de sacrifice, en quelque sorte, on est prêt à consentir pour préserver les conditions de vie de chacun. Ça empêche aussi d'avoir une discussion sur la répartition des efforts, la juste répartition des efforts, et donc des mesures qui, de base, sont considérées comme des mesures sociales, comme par exemple l'isolation thermique des bâtiments, qui permettraient en fait aux personnes qui vivent dans des passoires thermiques de tout simplement vivre mieux, deviennent des punitions. Et ça, c'est assez terrifiant parce qu'on voit que face à ces discours qui ont été tenus justement, comme je le disais, en grande partie par la droite et l'extrême droite, Jordan Bardella parle beaucoup d'écologie punitive, Marine Le Pen aussi, eh bien en fait les partis politiques qu'on peut dire mainstream ont eu tendance à soit bien ne plus parler d'écologie du tout, ou simplement reprendre à leur compte ces termes-là. Et on l'a vu notamment dans ce qui est en train de se passer en ce moment avec le pacte vert au niveau européen, où on a vraiment un assaut pour empêcher des politiques
politique climatique ambitieuse au niveau européen, mais on le voit aussi en France avec les attaques, que ce soit sur l'agence bio, que ce soit sur l'ADEME, avec toujours en fait cette idée de cliver au maximum. Et en fait, on voit bien, et on le sait depuis un moment, que de reprendre les termes de l'extrême droite et sa rhétorique, ça ne la marginalise pas, ça lui offre juste un marchepied en quelque sorte. Donc voilà, on est passé du rempart au boulevard. Et en fait, on le voit aussi justement sur les questions écologiques. Ce qui m'amène à mon point sur en fait, le rapport de l'extrême droite à l'écologie est justement cette question du carbofascisme et du fascisme fossile dont on parle de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'extrême droite est en train d'essayer de se poser un peu partout dans le monde, et là aussi où elle est au pouvoir, comme celle qui va défendre le mode de vie des habitants, comme celle qui va défendre les citoyens, celle qui ne touchera pas à votre steak, celle qui ne touchera pas à votre voiture. Ce qui incarne très très bien ça, c'est le slogan du parti polonais d'extrême droite Confédération et Liberté. Donc c'est leur slogan, hein. Et c'est une maison, une pelouse, un barbecue, 2 voitures, des vacances. C'est ça leur slogan, ça qu'ils promettent en fait aux gens. Et on voit bien que en fait, l'extrême droite a réussi sur ce côté-là à créer cette impression que en fait, les méchants, en quelque sorte, les coupables, sont ceux qui veulent trouver des solutions face au réchauffement climatique et non pas ceux qui sont responsables de ce réchauffement climatique. Et tout ça, ça permet de jeter un voile sur la véritable chaîne de responsabilité. Et on la connaît, la chaîne de responsabilité. En fait, ce sont en grande partie les multinationales fossiles qui sont responsables de la situation dans laquelle on est et qui ont été les premières à tenir des discours anti-écologistes, à fabriquer du doute dans l'opinion publique, etc., et qui aujourd'hui préservent leurs intérêts. Je rappelle que, par exemple, les multinationales du pétrole et du gaz ont financé la campagne de Donald Trump à hauteur de 75 millions de dollars. Et on se demande après pourquoi Donald Trump explique que le réchauffement climatique, ça fera plus de propriétés en bord de mer. Ça paraît quand même assez évident et cette chaîne de responsabilité, on la connaît aussi du côté des ultra-riches, du côté aussi des grands patrons de la tech qui façonnent le monde dans lequel on est et qui aujourd'hui travaillent main dans la main avec Donald Trump, alors qu'avant, on les voyait plutôt du côté des forces progressistes. Et la moitié d'entre eux ont d'ailleurs une assurance vie avec des bunkers de luxe pour se protéger au cas où le réchauffement climatique irait trop loin ou il y aurait une apocalypse nucléaire. Donc on voit aussi le cynisme derrière tout ça. Et ensuite, on a évidemment donc, cette question de la caricature et de la pathologie. Donc, on le voit dans le discours de Donald Trump, hein, qui se moque en permanence des écolos, mais en fait, on entend ça aussi beaucoup dans les médias privés, notamment les médias de Bolloré, avec, par exemple, des termes qui, en fait, devraient tous nous faire sursauter, type écoterrorisme, type Khmer vert. Enfin, je rappelle quand même que les Khmers rouges étaient au pouvoir de 1975 à 1979 au Cambodge. C'était un régime autoritaire, dictatorial, génocidaire, qui a fait 1,7 million de morts. Et on compare les Khmers rouges aux Khmers verts aujourd'hui. Enfin, c'est absolument délirant. Et donc, ça crée en fait un terrain pour une criminalisation des militants écologistes. Donc, c'est finalement, ce ne sont plus les criminels climatiques, donc les multinationales fossiles, les gouvernements qui sont dans l'inaction, qui sont les responsables du problème. En fait, ce sont les écologistes qui font de la désobéissance civile. Donc, on est dans une inversion rhétorique totale qui crée en fait un terrain pour justement cette criminalisation. On sait qu'en France, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Michel Forst, qui est rapporteur de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, qui a expliqué récemment que par exemple la France était un des pays d'Europe où la répression policière envers les militants écologistes était la plus forte et la plus violente. On l'a vu notamment à Sainte-Soline. Voilà, on a des familles, des élus, des activistes qui essaient de défendre une ressource en eau et qui reçoivent à peu près une grenade toutes les 30 secondes sur eux, quoi, en quelque sorte, avec des dizaines de blessés et des personnes qui sont encore aujourd'hui traumatisées. Et on l'a vu notamment avec l'exemple de Just Stop Oil. J'imagine que vous vous souvenez tous de ce fameux jet de soupe de tomates sur la vitre d'un Van Gogh il y a 2-3 ans. À l'époque, ça avait choqué tout le monde et évidemment, ça avait fait le bonheur de tous les médias d'extrême droite. Et on était plus choqués par le fait que ces jeunes activistes aient jeté de la soupe sur la vitre d'un tableau que par le fait que le dernier rapport du GIEC nous disait qu'il restait une toute petite fenêtre pour préserver l'habitabilité de notre planète, ou par le fait que un mois plus tôt, il y avait 33 millions de Pakistanais qui avaient dû fuir à cause des inondations. Aujourd'hui, en septembre 2022, ces 2 activistes ont été jugées et elles se sont retrouvées en prison ferme. Elles ont 22 et 23 ans et elles ont toutes les 2 pris 2 ans de prison ferme. Et paradoxalement, ça n'a pas du tout
été dans le débat public, on n'en a pas entendu parler, ça n'a pas spécialement fait réagir, alors que ça aurait dû être le cas. Donc ça montre en fait une sorte de désensibilisation qui s'est créée sur les enjeux écologiques face aux activistes écologiques et écologistes, et aussi sur justement cette question écologique, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose de très difficile pour beaucoup de citoyens, et c'est totalement compréhensible, c'est-à-dire que les effets sont de plus en plus catastrophiques, se rapprochent de plus en plus, c'est-à-dire que dans les pays occidentaux comme le nôtre, on pensait être préservés, et on voit bien qu'on vit des canicules qui sont de plus en plus violentes, qui font des morts en Europe, en France. On a vu les inondations meurtrières en Espagne il y a quelques mois, et il y a une tentation face à ça, et je la comprends, de beaucoup de personnes de se dire, en fait, tout ça n'est pas réel, je n'ai pas envie de croire que ça existe, et j'ai envie de croire les personnes qui me disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ou que ce n'est pas si grave que ça, et que ça ne sert à rien d'agir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, pour contrer ces discours-là, de remettre du réalisme dans le débat public et de remettre en fait de la démocratie, parce que c'est que comme ça qu'on va s'en sortir, c'est-à-dire en créant une conversation publique où on est conscient de la gravité des enjeux, mais aussi on se demande collectivement où est-ce qu'on veut aller en tant que société, et comment est-ce qu'en fait on peut construire une société qui soit juste et écologique en respectant les limites planétaires. Et ce qu'on oublie, c'est que justement toutes les personnes qui tiennent ces discours anti-écologiques, qui parlent d'écologie punitive, etc., ne préservent pas en fait l'intégrité physique de la population, et risquent de les mettre encore plus en danger en leur disant que le danger n'existe pas, ou que le véritable danger, ce sont les militants qui alertent sur l'urgence écologique. Merci Paloma, 12 minutes formidables. Un bon tour d'horizon. Je vais maintenant passer la parole à Thomas Legrand. Quand on s'est parlé au téléphone, il m'a dit qu'il avait l'intention de parler d'histoire du comté du Jura, et je lui dis ça tombe bien, on vient de faire un article dans l'Obs, donc je me permets de faire un tout petit peu d'autopub, parce que pour une fois, tu on viens est de raccord. faire un très bon papier. Avec Émilie Brouze, ma collègue. Donc, c'est une histoire assez amusante que je vous résume vraiment en 2 mots. Sur France Inter, il y a un mois, et c'est un beau cas de discours anti-écolo et même de manipulation anti-écolo. Sur France Inter, il y a 2 mois, l'émission La Terre au carré, il y a un chroniqueur qui est un animaliste de l'Est de la France, qui fait une petite chronique sur le comté, parce que le comté, c'est connu, il y a eu beaucoup d'articles et d'études là-dessus, abîme les sols et surtout les rivières du Doubs. Et puis évidemment, tous les enjeux liés aux animaux, à la souffrance animale. Et il en conclut, il faut arrêter de manger du fromage. Bon, il monte en généralité très vite. Pourquoi pas? Ça ne correspond pas du tout à ce que les scénarios agricoles, d'agroécologie prévoient. Personne ne prévoit d'arrêter de manger du fromage, monsieur a le droit de le dire. Et silence pendant 15 jours, parce que voilà, c'était un avis parmi d'autres. Et 15 jours plus tard, le Figaro fait un article qui résume la thèse assez correctement, mais qui est titré « Les écolos veulent interdire le comté ». Voilà. Donc le monsieur, il a dit « il faut arrêter de manger du fromage ». Ça devient le monsieur. Il dit que lui, d'ailleurs, arrête. Oui, voilà, mais voilà, il dit... il faut interdire. Il dit pas il faut interdire. Il dit lui, il arrête, parce qu'il faut arrêter de manger du fromage. Et ça devient ça. Et 1h30 plus tard, donc le Figaro en fait un tweet, bien sûr, sur X. Et 1h30 plus tard, le préfet du Jura, qui, quand même, à mon sens, sort de sa réserve, en fait un tweet en disant interdire le comté, c'est scandaleux, alors que personne n'a jamais demandé. Le tweet du préfet, c'est le comté, c'est du Jura, c'est du goût, c'est du calcium, des protéines, zéro culpabilité, un savoir-faire millénaire, des éleveurs engagés, une filière locale et coopérative exemplaire. L'interdire, point d'interrogation, autant interdire les couchers de soleil sur le Jura. Voilà. Le préfet. Là, on a un bel exemple. Alors même qu'il y a des enjeux très intéressants sur le Jura, sur le comté, ça pose des enjeux d'écologie. Il y a un travail local entre les associations écologiques et le système coopératif qui est très intéressant aussi. Bref, on a un beau cas là où on clive. Et donc Thomas va un peu nous raconter comment cette rhétorique du clivage, depuis quelque temps, se porte particulièrement sur la question écologique. C'est la mécanique du clivage et de la polarisation surtout. Parce que au départ, il y a ce chroniqueur qui vient de temps en temps à La Terre au carré et qui fait une chronique assez radicale où il attaque le comté, mais il explique quand même que c'est pas le comté en tant que tel, c'est le comté tel qu'il évolue, c'est-à-dire le comté devient un fromage très populaire et qui est très exporté, et donc en quelques années, je n'ai plus les chiffres exacts, mais
on a doublé en 20 ans. En 20 ans, on a doublé la fabrication du comté pour pouvoir l'exporter dans toute la France, le répandre dans toute la France et même à l'export à l'étranger. Et que ça pose des problèmes sur les cours d'eau de Franche-Comté. Voilà, c'est une question de biodiversité qu'il faut prendre en compte. Et il faut donc peut-être non pas arrêter de faire du comté, mais continuer à en faire de façon plus raisonnable, raisonnée, et dans une proportion plus... Voilà, manger un peu moins de comté que ça. Et lui, il dit, moi j'arrête de manger du comté, un peu comme un étendard, et il faut arrêter de manger du comté, c'est bien. Il ne représente aucun... Il y a aucun élu écologiste d'aucun parti n'a dit un jour, ou n'a proposé, ou n'a fait une proposition quelconque d'arrêter le comté, d'interdire le comté. Ça, c'est pour le côté écologiste, et pour le côté, pour le début de cette affaire. Et la mécanique, en fait, il y a ce préfet donc qui fait ça, et après le tweet du préfet et le papier du Figaro, la bolosphère se met en branle. Alors la bolosphère, c'est quelque chose qui transforme n'importe quelle information qu'ils ont choisi de traiter en objet de polarisation extrême. Et il faut savoir comment ça marche. Alors là, c'est un peu de la mécanique journalistique. Moi, je suis éditorialiste à Libération. Je considère... Donc je suis un journaliste engagé, puisque à Libération, il y a ceux qui font les reportages, les enquêtes, et puis on demande aux éditorialistes de participer au débat national en faisant des éditos. Paloma, elle fait aussi des reportages aussi engagés. Elle est engagée, mais elle se base, comme moi je me base dans mes analyses, sur des faits journalistiquement établis. Les faits journalistiquement établis, ce n'est pas les faits juridiquement établis ou historiquement établis, c'est des règles. Pour qu'on établisse des faits, on a des règles qu'on apprend dans les écoles, qu'on apprend que nos rédacteurs en chef. Il y a des conférences de rédaction où on apporte nos informations, nos idées, et on nous demande si on a bien recoupé nos infos. Enfin, il y a des règles comme ça, et c'est sur ces règles-là qu'on fait... qu'on donne nos avis et qu'on fait vivre le débat. Par exemple, je dis souvent, je considère que je fais le même métier que celui qui, au Figaro, fait des éditos. Peut-être pas au Figaro Vox, mais au Figaro fait des éditos. Parce que si vous lisez le Figaro, moi, c'est pas ma came parce que je suis plutôt de gauche, mais si vous lisez le Figaro, les reportages sont très bien faits. On peut considérer, Eric et moi, par exemple, qui sont dans des journaux qui ne sont pas du même bord, que si on avait fait le reportage, on aurait peut-être regardé les choses sous un autre angle. Mais en tout cas, le Figaro, plus le Nouvel Obs, plus Le Monde, plus Libé, tout ça, ça donne une pluralité basée sur les faits. Là, je dis que je fais le même métier que les gens du Figaro, mais je ne fais pas le même métier que les gens de la bolosphère. Parce que eux, je ne leur reproche pas d'être de droite ou d'extrême droite, mais je leur reproche de déjournaliser. Ils ont viré tous les journalistes, il n'y a plus de reportage, le budget reportage, donc le budget qui est alloué à l'établissement des faits n'existe plus. Il n'y a pas de conférence de rédaction. Ils choisissent tous les jours 3 sujets, 3 thèmes qui seront bons pour leurs débatteurs, que je n'appelle pas les éditorialistes, mais des polémistes. Et les sujets sont choisis non pas pour leur réalité factuelle, mais pour leur capacité à polariser et à faire coaguler. Voilà. Alors, je sens que tu veux que je revienne au comté. Et donc, un matin, après avoir vu le tweet du préfet et le papier du Figaro, il y a un des chefs de CNews qui a dit ça, le comté, là, c'est bon, ça. On va en faire un débat. Et alors, c'est toute la journée, toutes les émissions, et puis ça passe sur Europe 1, c'est un peu les mêmes. Et donc, pendant 2 ou 3 jours, on a entendu le fait que les écologistes, donc, ça devenait tous les écologistes, les écologistes voulaient nous interdire le comté. Et donc au-delà du côté Khmer vert que ça donnait, le côté extrémiste, c'était une histoire absolument parfaite, parce que le comté, évidemment, c'est un produit du terroir, c'est notre identité. La bouffe, c'est notre identité, c'est nous. Et donc, c'est des mauvais Français. C'est pas simplement ils veulent pas simplement nous punir, mais ils sont des mauvais Français. Et donc, ça a duré comme ça. Et puis, on peut se dire, c'est chez Bolloré, c'est un peu toujours les mêmes qui les regardent, etc. Le problème, c'est que
au bout de 3 jours comme ça, de débats incessants, de tweets, ça se répand sur les réseaux sociaux. Eh ben, au bout de 3 jours, l'homme politique ou la femme politique du RN, par exemple, qui est invité sur BFM, RMC, RTL, peut-être même France Inter, on lui pose la question du comté. Parce qu'elle elle est dans Et même si on ne lui pose pas, lui prend l'exemple du comté. Il va prendre l'exemple du comté quand on lui posera une question sur autre chose. Et donc le comté devient aussi un sujet dans les médias. J'aime pas le mot mainstream, parce que j'ai l'impression de faire partie d'un média mainstream. D'être mainstream, ça me plaît pas. Mais bon, dans les médias, disons, dans les grands médias populaires, le comté devient un sujet, alors qu'on voit bien que ce n'était pas un sujet, que c'était un gars qui pointait un truc, il y a un problème, on fait un peu trop de comté, c'est pas bon pour les rivières du Jura, donc moi j'arrête de bouffer du comté, voilà, c'est pas... Et ça devient voilà. Et voilà comment marche en ce moment, et c'est vrai sur tous les sujets. Alors aujourd'hui on parle d'écologie, et c'est d'autant plus facile de le faire sur l'écologie que, effectivement, comme Paloma l'a dit, c'est un sujet qui maintenant, on est passé du climato-scepticisme au climato-dénialisme. C'est-à-dire encore quand il y avait des climato-sceptiques, le fait d'être sceptique, c'est en soi, le scepticisme, c'est finalement bon pour la science. Quelqu'un qui est sceptique, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qu'on peut encore essayer s'il est sceptique, honnêtement, on peut essayer de le convaincre, ou il peut être convaincu par l'évolution des choses. Mais le dénialisme, c'est quasiment pathologique, ou stratégique. En tout cas, et on est dans cette phase-là. Et je voulais raconter cette histoire-là de cette façon-là pour qu'on comprenne bien la mécanique de la polarisation. Et nous, moi maintenant, à mon grand âge, après avoir fait des années de reportage et des années de commentaires, etc., moi maintenant, j'ai l'impression que ce que j'ai envie de faire, c'est démonter la mécanique du débat, et notamment pour sauver un peu le débat écologiste. Et il faut faire ça, et il faut former mes confrères, les journalistes. Il faut que chacun fasse les fresques du climat et bien plus. Il y a un problème de formation des journalistes. Je crois que maintenant, quand même, dans les écoles de journalisme, ça commence à venir, pas assez, évidemment, nous dira Paloma, mais voilà. Et le principe de la polarisation est très néfaste pour le débat sur l'écologie. Merci Thomas. Une question. Il y a 5 ans, Bruno Latour avait fait rire les auditeurs de France Inter en disant que l'écologie réussissait l'exploit de faire bâiller d'ennui tout en faisant flipper avec l'apocalypse, mais que ça suscitait rien. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Ça suscite de la rage, de la colère. Alors, c'est certes invisibilisé, mais quand on en parle, c'est oui, sur un mode hystérique. Mais comment ça a été attrapé par ce qui s'est passé du clivage et de la polarisation? Ce qui s'est passé, c'est que quand on a, par exemple, Radio France a décidé à un moment qu'on allait, on a décidé collectivement qu'on allait mettre le climat et la question écologie au centre de nos préoccupations, parce qu'on est le service public. Et ça a été pris par une partie des élus à droite comme un engagement politique, c'est-à-dire qu'on s'engageait d'un côté. On ne s'engage pas d'un côté. Enfin, il y a un réchauffement, et ça doit être dans tous les sujets. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que je crois que l'écologie, c'est 2 ou 4%, mais on ne devrait même pas le calculer. Ça devrait être la deuxième ou première question quand on traite d'un sujet d'économie, d'un sujet d'urbanisme, quel est même de la guerre. La guerre va à l'encontre de l'écologie, non pas parce que les chars fonctionnent au pétrole, mais parce que l'argent qu'on met dans la guerre et les priorités qui sont établies quand il y a la guerre, et qui sont là, et là tout le monde est d'accord, empêchent, dépriorisent l'écologie. Donc, le fait de traiter de l'écologie est devenu quelque chose comme étant partisan. Et du coup, il faudrait qu'il y ait 50% pour les écologistes et 50% pour ceux qui s'intéressent au climat et 50% pour ceux qui disent que ce n'est pas un sujet. Donc, par exemple, pour l'émission La Terre au carré,
l'idée, c'était de dire, bon, alors d'accord, on va inviter peut-être un peu moins d'activistes et on a invité plus de scientifiques. Alors, quand vous invitez plus de scientifiques sur une question comme ça, c'est encore pire pour eux, parce que du coup, puisque tous les scientifiques sont d'accord, ou quasiment tous les scientifiques sont d'accord. Donc, c'est aussi le fait de mettre la question écologique comme une opinion politique comme une autre. Moi, je pensais naïvement, il y a 10 ans, que l'écologie serait bientôt comme la République. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de la République qu'on s'oppose. Il y a des républicains de droite, des républicains de gauche. Et dans le cadre de ce consensus, on s'oppose, on n'est pas d'accord. Et je me disais, bientôt, tout le monde sera écologiste, et puis on ne sera pas écologiste de la même façon, etc. Et, non. Non. Eh ben non, on n'y est pas. Paloma Moritz, vous vouliez réagir? Oui, parce que je pense en fait qu'aujourd'hui l'écologie polarise parce qu'elle va à l'encontre d'intérêts. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont intérêt à préserver le statu quo et qui gagnent en fait dans ce capitalisme de l'apocalypse, comme on l'appelle de plus en plus. Et d'une certaine manière, on a aussi évolué avec les années entre les premières prises de conscience autour des années 90 en quelque sorte, même si dès les années 70, en fait, il y avait quand même une conscience assez forte de la population. C'est revenu au moment de la COP21, des marches climat. À ce moment-là, l'écologie était dans le débat public. On a commencé à avoir eu des assemblées citoyennes, comme la Convention citoyenne pour le climat, etc. Et en fait, depuis plusieurs années, on rentre dans le dur. On rentre dans pas seulement il y a une urgence écologique, il y a une extinction de la biodiversité, il y a un chaos climatique, mais comment est-ce qu'on fait face à ces questions? Et c'est là où ça devient évidemment politique, parce qu'il y a des personnes justement qui vont le dire, comme je disais tout à l'heure, eh bien on va aller à fond sur la technologie, on va investir sur l'intelligence artificielle, on va faire un avion vert, on va faire de la viande de synthèse, vous inquiétez pas, tout ira bien, vous ne changerez pas de mode de vie. Et d'autres personnes, et baquées par les scientifiques, parce que c'est le discours, c'est le consensus scientifique de plus en plus, de dire on ne peut pas faire face à l'urgence écologique si on ne réorganise pas nos sociétés. Et si on ne réorganise pas nos sociétés aussi socialement, c'est-à-dire en luttant contre les inégalités sociales, en répartissant mieux les richesses et en réorganisant aussi l'aménagement du territoire, etc. Donc c'est des bouleversements qui sont majeurs. Et plus on attend, plus ces bouleversements devront être importants et plus les impacts seront importants et plus on aura du mal à s'adapter. Et donc, à partir de là, évidemment qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas envie que les richesses soient mieux réparties, qui n'ont pas envie, par exemple, qu'on taxe les ultra-riches pour financer la transition écologique, qui préfèrent mettre de l'argent sur l'intelligence artificielle ou l'armement que sur un véritable budget sur la transition écologique. Et on peut faire le parallèle, en fait, aussi avec les questions féministes, par exemple. C'est-à-dire qu'on voit qu'à chaque fois, quand il y a des sujets qui concernent, en fait, en réalité, on est 99% de la population à pouvoir bénéficier de ces sujets, à pouvoir, en fait, vivre mieux, et on vivra mieux dans une société plus écologique. Et on a 1% qui nous fait croire que ce n'est pas le cas et qu'en fait, justement, comme tu le disais, c'est du 50-50 ou c'est même du 70-30 et qu'on va tous y perdre. Et on est tous, en fait, en ce moment, en train de se faire avoir par ce discours qui n'existe que pour préserver des intérêts et qui est porté par ces mêmes personnes, puisque les médias de Bolloré sont des médias qui ont justement tout intérêt à préserver le statu quo et à faire de la question écologique une question morale, en quelque sorte, en disant, voilà, et le comté est un très bon exemple de dire, en fait, ils sont là pour nous faire la morale, pour nous empêcher de manger du comté, c'est des rabat-joie. Pascal Praud avait dit à ce moment-là, comment est-ce que tu peux passer une bonne soirée avec quelqu'un qui veut pas manger du comté? C'est des mauvais français aussi, il y a aussi le côté identitaire. Exactement, c'est le côté identitaire. Mais en fait, ça, si on n'a pas la possibilité d'avoir un débat apaisé sur ces questions en disant, ok, peut-être qu'on doit se questionner collectivement sur notre consommation de fromage. Est-ce que vous seriez d'accord pour manger, j'en sais rien, du comté plus que 2 fois par semaine plutôt que tous les jours? Bon, je pense que voilà, on pourrait tout à fait avoir un débat apaisé et que la plupart des gens, et c'est exactement la même chose sur la consommation de viande qui aussi crée énormément de clivages, où finalement, si on a dit discussion raisonnée en se disant si collectivement on arrive à réduire notre consommation de viande, et en fait ça va changer notre système agricole, ça va changer en fait la façon dont on produit notre nourriture, ça va permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça va permettre de régénérer les sols, etc. Et qu'on parle à chaque fois en fait des co-bénéfices de tout ce qu'on a à gagner à faire ça. Mais je pense que la conversation publique changerait complètement. Et évidemment que si on explique en permanence qu'on a tout à perdre à aller vers la transition écologique, on va pas s'en sortir. Mais le problème, c'est que c'est aujourd'hui ce discours-là qui est tenu, et il est tenu par 11 milliardaires aujourd'hui qui détiennent 81% des hebdomadaires généralistes et qui ont une influence sur la moitié des audiences télé et radio. C'est aussi ça le problème, c'est qui détermine en fait la conversation publique.
Il est 8h, il est 18h09, donc il nous reste 20 minutes. Donc je pense que c'est le temps de passer parole, sauf si Thomas, tu veux dire quelque chose un élément, mais tu fais avec le micro. Non, je t'avais fait signe parce que je voulais dire un truc, mais Paloma l'a dit. Okay. Alors, métro, bah, décidément, le micro va circuler. Marie, voilà, la personne est là. Non, la personne est là. Monsieur au premier rang, alors on va faire petite règle, on va faire des salles de 3 interventions rapides si possible, et je veillerai strictement à la parité homme-femme, c'est très important, je trouve, dans ce genre de moment. On commence par vous, monsieur. Tu fais la parité avec 3 interventions? Je me débrouille. Je fais ça sur deux salves. Monsieur. Bonjour. Je comprends qu'il faille remettre en question le discours anti-écolo, mais peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur le discours écolo ou sur le discours anti-écolo. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à foncer dessus et à les utiliser. Et donc, de temps en temps, il y a des gens qui sont peut-être maladroits ou imprudents. Si je comprends bien, j'ai pas entendu cette chronique sur le comté, je vais essayer de l'écouter dès que possible, mais si j'ai bien compris, elle était pendant la Terre au carré. Donc, à un endroit où il y a une ouverture d'esprit, où quelqu'un peut facilement, de même qu'il y a des choses que je peux facilement dire ici dans cette salle et que je dirais avec plus de prudence ailleurs, quoi. Bon. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un certain nombre de militants qui sont imprudents, c'est-à-dire qui lancent des discours sans savoir qu'ils sont susceptibles d'être repris par des adversaires, mais aussi repris par des gens un peu neutre et qu'on influence du mauvais côté. Je prends un exemple court. Oui, dans un domaine que je connais, la ville se transforme. Avant, il y avait des trottoirs et des chaussées. Et puis maintenant, on introduit un troisième domaine de voirie où on met des vélos, des EDPM, tout un tas de trucs. Et un certain nombre de gens le vivent mal. Et il y a des piétons, par exemple, qui écrivent « mais c'est dangereux, les cyclistes sont bien plus dangereux que les voitures » et tout ça. Et il y a toujours quelqu'un qui lui répond en mettant un tableau de statistiques pour montrer non, ce qui tue les piétons, c'est pas les cyclistes, c'est les voitures. Alors, c'est vrai, et ce que dit le piéton, c'est faux. Mais en attendant, ce genre de truc, ça veut dire, et les gens qui le lisent, ils prennent ça de mauvaise manière. C'est-à-dire, ils disent, du moment qu'on ne vous tue pas, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut faire attention, je pense l'exemple parce que je le connais là, mais il me semble qu'il y a souvent des discours militants qui sont imprudents et qui donnent lieu à ce que vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. Là, il y a 2 bras féminins qui se lèvent là-bas. Monsieur, ça sera pour la deuxième salle si ça ne vous ennuie pas. C'est là-bas, au milieu. Il y avait 2, il me semble, madame en fuchsia, madame en bleu derrière, en tout cas. Et puis, d'autres mains qui se lèvent. La dame qui était là. Et peut-être la dame qui était devant aussi, donc vous... Juste un petit additif à l'histoire du comté. Il se trouve que j'ai de la famille en Franche-Comté et qu'il y a 2 filières. Il y a Lactalis qui fait une pression incroyable en baissant le prix du lait. Et donc, ça fait de la quantité, mais pas forcément de la qualité. Et les vaches sont en élevage intensif. Et puis, il y a les petits agriculteurs, enfin éleveurs, qui font de l'élevage vertueux en pâturage et qui font du très bon comté et qui le vendent en coopérative. Alors, Lactalis, ça rejoint la finance et donc la surproduction pour faire du fric. Voilà. Très bien, merci. Une 3e intervention. Du coup, madame, là-bas, monsieur, en orange. Merci beaucoup pour vos partages et échanges. Très rapidement, ma question par rapport au discours anti-écolo, ou peut-être qui va pas nécessairement toujours dans le bon sens. J'avais une question par rapport à l'éducation en fait qu'on peut faire à l'utilisation de la culture, de l'information. Est-ce que le point de levier en fait serait pas à cette échelle-là de prendre plus en considération un article qui fait partie de la Charte de l'environnement sur l'obligation de former et d'éduquer sur les questions environnementales ou de changements globaux de manière générale. Voilà. Merci beaucoup. Donc, 3 questions. J'ai l'impression que Thomas, vous aviez très envie de répondre sur la première, oui. sur l'imprudence des militants écolos, mais je pense que Paloma aussi aura envie de répondre sur le sujet. Ouais. Oui, c'est très compliqué parce que, en fait, vous disiez tout à l'heure
quand on parle à la Terre au carré, on parle à un auditoire et dans une émission ouverte. En fait, on ne parle plus c'est fini. On ne parle plus à un seul public. On parle toujours ici. Ici, par exemple, cette conférence est captée. Elle sera sur Internet. Il y aura des petits bouts. Ça va mettre le temps. Mais je peux vous assurer qu'il y aura des petits bouts de Paloma, il y aura un petit bout d'Éric, moi, et on va se faire bâcher ici ou là. Et si on dit un truc, de toute façon, ça sera déformé ou même pas, ça sera partout. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, si on ne le dit pas entre deux portes, entre quatre yeux, c'est public et général, et ça a vocation à être pour tous les publics. Donc, c'est quand même compliqué parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours écolos qui sont, en tout cas les partis politiques écolos, on se demande souvent, on les écoute, on a l'impression qu'ils font de la petite politique, ils s'intéressent plus à leur parti, etc. Et puis ils traitent d'autres sujets qu'on considère comme annexes, par exemple le féminisme, alors que le féminisme, ça peut être très lié. Il y a toute la question de l'écoféminisme, on ne va pas rentrer là-dedans. Je pense que Paloma saurait beaucoup mieux en parler que moi. Enfin, il y a souvent une critique qui est faite quand il y a un discours écolo qui est c'est jamais calibré comme il faut. Et c'est vrai que c'est très compliqué à calibrer, et ça nous ramène à la troisième question qui était l'éducation. Et ça passe par là. Et effectivement, c'est l'éducation, c'est au plus jeune âge maintenant qu'on doit commencer à... Et d'ailleurs, les plus jeunes sont très ouverts à ça, et pas simplement les plus jeunes des milieux de gens qui s'y intéressent et qui ont un capital culturel assez élevé et qui s'y intéressent et qui sont sensibilisés à ça. Je pense que si on s'adresse à tout le monde, et il y a des associations qui le font très bien, eh bien c'est un message qu'il faut faire passer, et il faut évidemment aller vers l'éducation, et puis la déconstruction aussi de la fabrication du débat, que chacun comprenne, et les clés de pourquoi les débats se polarisent. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Paloma, y a-t-il une imprudence et donc des excès dans le discours écolo ? En fait, je pense pas. Enfin, je pense que de toute façon, il y a une instrumentalisation aussi de ces débats. Et comme vous le disiez, justement, on a tendance parfois à couper un petit bout et à faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit, puisque par exemple Pierre Rigaud dans cette chronique n'a jamais dit qu'il fallait interdire le comté. Donc c'est aussi monté en épingle avec des agendas politiques derrière et d'une volonté de justement façonner le débat public d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que j'entends dans votre question et qui est très important, c'est justement de sortir de la question du rationnel et d'écouter réellement les frustrations, les colères que peuvent avoir énormément de personnes face à justement la question écologique. Typiquement, de gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture pour venir en centre-ville et qui n'ont plus de place de parking et donc qui ne savent pas très bien comment gérer ça. De personnes qui ont été justement éduquées dans cette notion de en fait la viande, c'est la viande, le comté, tout ça, c'est des choses qui font partie de ma culture, qui font partie de la culture française, et moi j'ai envie d'honorer cette culture. Donc je pense que tout ça, en fait, il faut l'entendre. Et le problème, c'est que ce n'est pas assez écouté aujourd'hui, et que peut-être qu'il n'y a que l'extrême droite avec un discours assez caricatural qui donne l'impression de répondre en miroir à ces colères avec justement un discours autour de l'écologie punitive ou autre, et qui a une nécessité d'y répondre autrement, de dire évidemment, oui, ça existe. Et vous vivez ça, vous avez ces colères, vous avez ces frustrations, et on va les écouter. Et je pense que c'est plus important que jamais justement d'écouter ces colères et ces frustrations, de montrer en fait ce à quoi pourrait ressembler une autre société, de montrer tous les co-bénéfices qu'on pourrait avoir justement sur le fait d'avoir plus de vélos en ville. À Paris, il y a eu une diminution de la pollution de l'air de près de 50%, on respire mieux, on a plus d'endroits où on peut se balader. Ça c'est aussi un des bénéfices, donc c'est de voir comment est-ce que en fait on trouve un juste milieu en permanence dans la narration aussi de ce dilemme difficile entre les contraintes et les bénéfices. Et je trouve que c'est très important de répondre à ces colères et ces frustrations, parce que en fait on est dans un moment que Michael Fossel appelle de fascisation du monde. Donc on a une montée du fascisme, et on sait que le fascisme, l'extrême droite, se nourrit de la frustration et de la colère, mais n'y répond pas. Et on sait qu'aujourd'hui les questions écologiques vont créer de plus en plus de frustration et de colère, puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui perdent leur maison, qui perdent des proches à cause de maladies qui sont liées justement à des pollutions environnementales, à des pesticides, etc. Et tout ça crée évidemment de la colère. Et si on n'y répond
répond pas, en fait, ça va encore plus aggraver le problème et l'extrême droite va continuer à monter aussi vite que les températures. Et donc, on a besoin justement de créer un espace public, une délibération collective pour adresser ces colères et pour y répondre. Et c'est ce que montrent la plupart des études, c'est que si on veut créer justement une transition écologique qui soit juste socialement, on a besoin de créer des espaces démocratiques pour le faire. Et ça, c'est la responsabilité des médias, pour rejoindre justement la question sur l'éducation. Et aujourd'hui, en fait, nos médias, la plupart des médias, malheureusement, et de moins en moins, ne répondent pas en fait à cette mission de service public d'éclairer le débat public avec des informations justes, avec des journalistes qui sont formés sur ces questions, etc. et qui en fait ont plutôt de bonnes intentions et n'essaient pas de défendre les intérêts privés. Et je pense que face à ça, c'est très important d'avoir de l'éducation aux médias le plus possible, de faire connaître aussi le travail des médias indépendants. Je suis désolée, je prêche pour ma paroisse, mais voilà, je pense qu'avec Blast, on essaie de faire ça, on essaie d'être un média de service public. Moi, tout mon travail depuis 4 ans sur l'écologie, je le vois vraiment comme un travail de formation sur ces questions qui permet à chacun d'apprendre de plus en plus et donc de pouvoir débattre avec des proches, de pouvoir informer des proches qui parfois ont une idée biaisée sur une question ou autre. Et donc de créer en fait aussi des conversations là où de plus en plus on essaie d'empêcher des conversations, on essaie de créer des clans dans la société, des oppositions factices et malheureusement c'est ça que font nos débats publics, enfin nos médias publics et surtout privés et c'est l'une des raisons pour lesquelles avec un collectif de journalistes en 2022 on avait créé une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui était une sorte de boussole pour essayer d'accompagner les journalistes à la fois sur les questions de formation, à la fois sur les questions de rapport à la publicité. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de la publicité dans nos médias? Est-ce que on peut réellement faire un sujet sur la question, j'en sais rien, moi, de la voiture et de la réduction de la place de la voiture dans la ville et avoir une énorme pub pour un SUV derrière. Est-ce que ça a vraiment du sens? C'est des questions comme ça qui doivent se poser aujourd'hui. Mais je pense qu'on a tous les outils aux mains. Maintenant, il faut aussi les faire connaître au plus grand nombre parce que nous, en tant que médias indépendants, on n'a pas un canal de diffusion comme TF1 ou France 2. Donc, c'est important aussi de nous soutenir et de nous faire connaître, je pense. Donc, on voit que la question médiatique est très importante. Je voudrais en profiter pour signaler, pour préciser une chose dont Palo a parlé tout à l'heure, c'est l'étude de Quota Climat, qui fait vraiment un travail très intéressant. C'est la première fois qu'on monitore comme ça, qu'on scanne tout ce qui se dit dans le prononcé audiovisuel. C'est le terme qu'on emploie, c'est les millions de paroles qui sont prononcées, et pour arriver à repérer le temps qu'on parle du climat et aussi les fake news. Et il y en a beaucoup. Je crois que c'était 138 pour 128 cas de désinformation climatique en 3 mois. Pour les 10 par semaine, quoi. Pour les 3 premiers mois de l'année. On va faire une deuxième salle de questions. Il y avait monsieur que je n'ai pas oublié. On va faire passer le micro. Oui, alors déjà le micro va arriver à monsieur. Je cherche en revanche la personne qui a le micro. Qui arrive, voilà. Monsieur. Merci. C'est pour revenir un peu sur cet exemple-là du compte. En fait, quelle stratégie nous on devrait adopter? Est-ce que, parce que vu qu'il leur faut juste 10 secondes, une phrase 10 secondes pour faire ce qu'ils veulent et que nous derrière c'est minimum 5 minutes si ce n'est une conférence d'1 heure du spécialiste, est-ce qu'il faut engager ce combat-là et donc du coup par quelle forme? Est-ce qu'il faut faire plein de petits médias ou est-ce qu'il faut faire par les assos, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire la même chose qu'eux mais à l'inverse, vu qu'ils s'en foutent du climat, on leur dit qu'ils veulent tuer nos enfants, voilà, on peut faire la même chose. Ou est-ce qu'on sort de ça aussi et plutôt on va aller faire d'autres travaux, d'autres types de travail journalistique, on va dire, pour un peu... Voilà, c'est une question ouverte, j'ai pas de réponse. Attends, on va prendre deux autres questions. Il y a une dame qui se lève, qui a levé le doigt, la main là, pardon. Et après, je crois qu'il y avait une personne par là-bas aussi. Monsieur là-bas, oui. Allez-y. Bonjour, je me demandais comment aller toucher cette partie de la population bercée par les discours anti-écolos, parce que je me fais souvent la réflexion qu'on est entouré de gens qui nous ressemblent, et donc ils vont peut-être pas forcément d'eux-mêmes aller écouter des médias indépendants. Donc voilà, comment sensibiliser cette partie de la population? Je pense que c'est pas une question évidente. Et aussi, est-ce que vous avez des solutions qui passent pas par le politique? Parce que typiquement, l'éducation, c'est super, mais ça dépend du programme de l'éducation nationale et donc du politique. Donc comment nous, en tant que citoyens, on peut faire évoluer ce discours anti-écolo auprès d'une population de laquelle on ne va pas forcément s'entourer naturellement? Merci madame. Dernière intervention. Si vous pouvez rendre le micro, monsieur qui est debout là-bas avec l'écharpe blanche. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Paloma.
Bonjour, dans le grand. Voilà, je m'appelle Jean Moritz, même nom que Paloma, mais c'est pas pour ça que je voulais intervenir. Voilà, je veux juste apporter Je suis ton père. un modeste. Non, ça pourrait. Voilà. Non, je voulais juste apporter un modeste témoignage, parce que quand j'entends parler d'éducation, je me sens légèrement concerné. On a créé une compagnie de théâtre qui s'appelle Pile Poil et Compagnie il y a 25 ans. Et cette compagnie s'est donnée comme objet de sensibiliser et d'éduquer au développement durable. Vaste sujet, vous me direz. Il y a 25 ans, on avait tous les moyens publics à notre disposition. En 25 ans, quasiment tout a disparu. C'est-à-dire que l'éducation à l'environnement est devenue le parent pauvre. Je peux citer des exemples, parler de l'ADEME. L'ADEME, pendant des années, nous a financé, et pas que nous, mais pour plein d'autres compagnies, des créations de spectacles, d'outils pédagogiques, d'ateliers, etc. Et petit à petit, l'ADEME s'est tournée vers, c'est un choix, mais s'est tournée vers les entreprises, vers des études, des rapports, etc. Et bien, en quelques années, tous les fonds ont disparu. Même chose, par exemple, pour l'Agence de l'eau, qui finançait aussi les spectacles. Même chose pour la région, Île-de-France, qui finançait aussi des volets scolaires, et c'est terminé. Donc, dans ces conditions, c'est extrêmement difficile, parce qu'on arrive à un grand écart. On voudrait que l'information passe, qu'on puisse au moins vraiment avoir une vraie information. Et nous, on s'est battus, et je terminerai là-dessus. On s'est battus pour justement être un peu au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire ne pas faire appel à des fonds privés, c'est-à-dire être dans le domaine public, être un petit peu au-dessus de la mêlée pour essayer d'avoir une parole qui soit rigoureuse et puis en même temps, comme il était dit tout à l'heure, qui soit neutre, enfin qui soit pas orientée. On rejoint un peu les médias d'ailleurs. Eh bien, c'est très compliqué maintenant, je peux vous le dire, au quotidien. Ok, merci beaucoup, monsieur. 3 interventions qui posent un peu toutes la même question, qui n'est pas la question la plus facile, et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on a fait le diagnostic, et puis c'est marrant, c'est toujours pareil, à la fin, il reste 4 minutes pour dire qu'est-ce qu'on fait. Oui, d'abord... Paloma, elle passe la parole à Thomas. Pardon, non, bien sûr. Pardon. Rapidement, parce qu'on a... La question de monsieur est très intéressante, et c'est une question qu'on se pose toujours. Par exemple, 2 minutes. C'était la question de... comment faire face à des slogans et des attaques de 10 secondes qui sont des punchlines. Et évidemment, les sujets qui nous intéressent demandent un développement. Et c'est quelque chose de très compliqué. Moi, par exemple, je me refuse à aller à CNews. Je vais dans d'autres chaînes, LCI, BFM, même si je me sens souvent minoritaire dans ce que j'ai à y dire, mais au moins on peut discuter. Et voilà. Et à CNews, on est très nombreux à se poser la question. Je ne sais pas ce que Paloma a comme avis sur cette question. Est-ce que tu y vas ? Moi, j'y vais pas parce que je sais que voilà, on perdrait notre temps, on serait voilà, on peut pas discuter avec des gens qui n'ont pas le même rapport à la réalité factuelle que nous. Donc c'est ça. On a 2 minutes, mais au-delà du coup, donc ne pas y aller. Ne pas y aller. Et au-delà, il faut faire des émissions là où on peut les faire, il faut faire des conférences là où on peut les faire. Et c'est vrai que quand on fait une conférence ici, on voit bien le public, c'est pas pour, c'est un public qui est déjà un peu acquis et qui sociologiquement, culturellement est déjà un peu acquis. Alors, il y a des associations, beaucoup d'associations qui font des choses très intéressantes. Il y a une association qui m'est chère, qui s'appelle Transsonore, par exemple, et qui, allez voir sur Internet, et qui fait faire des reportages à des gamins de Seine-Saint-Denis ou du nord de Paris, et qui n'ont pas accès à cette complexité écologique, et qui font faire des reportages sur ces sujets-là. Et en faisant des reportages, il y a non seulement l'éducation aux médias, mais il y a aussi cette prise de conscience. Et je pense que c'est par le monde associatif, pour l'instant, les médias évidemment aussi, mais par le monde associatif, par les médias associatifs, les médias indépendants, par les médias dits mainstream dont je fais partie et dont Eric fait partie, qu'il faut pas arrêter de croire qu'on peut quand même faire passer des messages et que les gens ne sont pas accessibles à la complexité. Merci Thomas, ça répond un peu à la dame sur de passer hors du canal politique. Paloma, du coup, ça sera aussi un peu le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
J'ai commencé, maintenant je termine. Oui. Non, mais vous parliez des personnes touchées par les discours anti-écolos. Je ne pense pas qu'il y ait une séparation très claire entre les personnes qui sont touchées par les discours anti-écolos, les personnes qui ne le sont pas. Je pense que beaucoup alternent aussi en permanence et en fait entendent ces discours-là. Alors après, la question, c'est la porosité qu'il peut y avoir justement de ces discours. Je pense que la première chose, en fait, la première question à se poser, c'est quels sont les affects que ça vient chercher. Pourquoi est-ce qu'à un moment, ce discours-là, il va venir toucher quelque chose chez la personne qui fait qu'elle se dit bah, c'est vrai, c'est saleté d'écolo là, pourquoi est-ce qu'ils veulent nous empêcher de prendre la bagnole ou pourquoi ils veulent nous empêcher de manger de la viande et d'aller questionner en fait ça. Et je pense que la première chose justement, c'est de poser des questions, de pas rentrer dans quelque chose de en fait je vais me poser comme quelqu'un de supérieur qui va te faire la leçon ou qui va t'expliquer les choses parce que toi tu ne sais rien. Je pense que ça marche pas très bien et donc c'est demander pourquoi est-ce que tu penses que en fait on ne devrait pas réduire notre consommation de viande par exemple. Et je sais que tout le monde est touché par les discours anti-écolo. Moi ça m'est arrivé d'avoir cette discussion avec ma grand-mère qui pourtant écoute beaucoup de médias publics et qui me disait sur la 69 mais je comprends pas pourquoi elle pose problème cette autoroute. Et en fait j'ai passé 10 minutes à en discuter avec elle. Elle m'a dit ah mais moi j'avais pas du tout vu ces informations là et je ne savais pas qu'il y avait eu une tribune de 1000 scientifiques qui disaient que c'était une aberration écologique et sociale de construire une autoroute en 2025 sur un tronçon déjà occupé par une nationale. Donc, en fait, on voit bien que ces discours-là, ils sont un peu partout. Et le plus important, c'est en fait d'essayer à la fois de remettre de la rationalité, mais aussi de remettre du sensible en se demandant pourquoi ça vient de toucher et comment est-ce qu'on peut essayer de sortir d'une confrontation sur on n'est pas d'accord, mais comment est-ce qu'on peut trouver un autre point d'accord. Ça, je pense que c'est hyper important. Après, justement, sur la mobilisation, il y a de plus en plus de médias comme Bon Pote ou Vers le Média qui font des affiches d'explications sur justement les discours anti-écolos, sur des actions écologiques à prendre, sur des résumés du rapport du GIEC, mais sur des affiches un peu vulgarisées, un peu pédagogiques, un peu marrantes, qu'on peut afficher un peu partout dans Paris, pourquoi pas, un peu partout dans toutes les villes, qu'on peut afficher chez soi et quand on reçoit des gens, ça peut créer une discussion. Et après, moi, je pense quand même que les personnes qui n'ont pas accès en fait à d'autres sources, à d'autres médias, c'est possible aussi de créer ce lien-là et de leur envoyer justement un article qui vous a semblé important, une vidéo, un reportage en disant c'est important pour moi que tu le regardes et qu'on en discute en fait, et d'en faire justement quelque chose qui est de l'ordre d'un lien et pas simplement de l'ordre de je te fais la morale ou je t'apprends quelque chose. Et pour moi, ça se joue aussi sur le fait de recréer du lien et de pas rentrer dans le jeu de ceux qui veulent en fait créer des divisions dans la société. Ne pas créer des divisions dans la société, c'est une belle conclusion. Merci Paloma, on a parlé pendant 1 heure. Alors, c'était vraiment... Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant.